Et oui, c'est vrai. C'est d'ailleurs grâce à cette oreille droite légèrement abîmée que Tintin s'aperçoit que la statuette exposée au musée est une réplique de l'original. C'est une statuette en bois précolombienne conservée au musée royal d'art et d'histoire de Bruxelles qui en fait a servi de modèle pour ce fétiche. Voilà, 60 questions sont passées. Les scores, 88% de bonnes réponses dans ce 100% Tintin. On a 92% de bonnes réponses et puis 100% de bonnes réponses. Alain, j'aimerais qu'on fasse davantage connaissance avec vous maintenant. Oui. Vous venez de Bourgogne, je crois. Oui, je viens de Beaune. Très bien, donc vous aimez la cuisine et tout ce qui s'ensuit. Et le bon vin de Bourgogne, surtout. À consommer avec modération, on est d'accord? Bien sûr. On va parler de Tintin, parce que vous aussi, vous êtes vraiment un passionné de Tintin depuis tout petit, j'imagine? Oui, depuis l'âge de 7 ou 8 ans. Ma grand-mère m'avait offert le Tintin au Congo, et voilà. Est-ce que ça reste votre album préféré? Ça reste mon album préféré, puis en plus, bon, c'est lui qui m'a donné l'envie de voyager, d'aller en Afrique, où je suis resté 20 ans. Ah oui, vraiment, voilà. Donc c'était une espèce de révélation, quoi. C'était une révélation, Tintin. Bon, on continue à jouer, hein, si vous voulez bien, Alain, Monique, Thomas, c'est parti. Voici la question numéro 61. Écoutez bien, quel est le nom du lac de Chicago dans lequel les gangsters tentent de noyer Tintin? Le lac Ontario, le lac Erie ou bien le lac Michigan? C'est le lac Michigan, réponse C, question numéro 62. Quel était et quant au capitaine Haddock, on ne découvre son prénom que dans le dernier album, Tintin et des Picaros. Vous savez sûrement quel est le prénom du capitaine Haddock? Archibald. Archibald, voilà, c'est ça, bravo. Question numéro 63. Dans lequel de ces albums Tintin ne rencontre-t-il pas le moindre méchant? Tintin au Tibet, le Lotus bleu, l'île noire. Alors là, Monique, hein, vous avez vendu la mèche tout à l'heure. Merci, Monique. Merci, Monique. Merci, Monique. Tintin au Tibet, réponse A. Question numéro 64. Comment la capitale du San Théodoros a-t-elle été rebaptisée dans Tintin et les Picaros? Las Dopicos, Alcazoropolis ou bien Tapiocapolis? C'est Tapiocapolis, réponse C. Question numéro 65. 10 ans séparent les premiers pas sur la Lune de Tintin et ceux de Neil Armstrong. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, c'est plus que ça. Il a fallu attendre combien à peu près, Monique ou Thomas? 16 ans 15 ans. 15. Voilà, 15 ans. Il a fallu attendre donc toutes ces années pour que l'Américain vienne marcher sur les traces du jeune Belge. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Ce sont les premiers mots lunaires de Tintin, vous vous en souvenez sûrement. Il aurait pu aussi ajouter un petit pas pour un reporter, mais un grand pas dans l'histoire de la BD. Question numéro 66. Quel phénomène naturel a sauvé Tintin du bûcher dressé par les Incas? Un orage, une éclipse ou bien une tornade? Effectivement, c'est une éclipse. Réponse B. On va s'en rendre compte. Le bûcher, en fait, devait être allumé par le soleil. Cette scène où Tintin fait mine de gouverner le soleil ne rend pas justice à la science des astronomes incas qui étaient capables de prévoir, en fait, une éclipse. Voilà pour la petite histoire. 67e question. Dans l'étoile mystérieuse, pour quelle destination Tintin embarque-t-il à bord de l'Aurore? La mer d'Irlande, les mers arctiques ou bien la mer de Chine? La réponse est B, les mers arctiques. Bravo à tous les trois. Ce qui, dès le départ, d'ailleurs, ne semble pas enchanter Milou, qui trouve qu'il fait bien trop froid là-bas. Question numéro 68. Quelle technique Mik Esdanitov utilise-t-il pour guider Tintin et ses compagnons? La télépathie, la radiesthésie ou bien l'hypnose? La réponse est A, c'est la télépathie. Le capitaine Haddock donne d'ailleurs une définition toute personnelle de la télépathie. Il dit « c'est comme si on m'avait parlé au téléphone, mais à l'intérieur de ma tête ». Est-ce que vous savez d'ailleurs dans quel album intervient cet épisode précisément? Vol 714 pour Sydney. Exactement, bravo. Question numéro 69. Quel surnom le jeune Abdallah a-t-il donné au capitaine Haddock? Mille sabords, tonnerre de Brest ou bien Bachibouzouk? C'est ça, c'est 1000 sabords. Réponse A. Question numéro 70. Le bathyscaphe inventé par le professeur Tournesol a la forme d'un calmar géant. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est faux, vous avez raison. Il ressemble à quoi? Un requin. Un requin, effectivement, on va s'en rendre compte maintenant. En fait, c'est lui qui permet à Tintin de retrouver l'épave de la licorne. Et d'ailleurs, dans la réalité, le premier bathyscaphe a été imaginé en 1948 par le physicien suisse Auguste Piccard, celui-là même qui a servi d'ailleurs de modèle au personnage de Tournesol. Question numéro 71. Quelle vieille connaissance de Tintin se cache derrière l'identité du marquis di Gorgonzola? Alan Thompson, le général Alcazar, ou bien Roberto Rastapopoulos?
Et oui, bravo, c'est Rastapopoulos. Réponse C. Est-ce que vous savez dans quel album on rencontre Rastapopoulos déguisé en marquis? Coq en stock. Coq en stock, c'est ça, bravo. Question 72. Dans les bijoux de la Castafiore, quelle pierre précieuse a été volée? Un rubis, un saphir ou bien une émeraude? C'est ça, c'est une émeraude. Réponse C. Qui était le voleur? La pie. Oui. Question 73. Dans le crabe aux pinces d'or, sous quelle forme le capitaine Haddock, en proie à un mirage, croit-il apercevoir Tintin? Une bouteille, un bateau ou bien un palmier? Exactement, une bouteille, réponse A. Alors évidemment, on a les hallucinations qu'on mérite, hein. D'ailleurs, dans l'album suivant, on retrouve le capitaine en président d'honneur de la Ligue des marins anti-alcooliques. On se demande s'il s'était assagi à ce moment-là. C'est pas si sûr, hein, car sa cabine abrite quand même une réserve de whisky plutôt généreuse. Vous connaissez le personnage par cœur. Question numéro 74. Comment s'appelaient les premiers employeurs de Nestor, occupants du château de Moulinsart? Les frères Loiseau, les frères Lelièvre, les frères Leloup? Les frères Loiseau, réponse A. Question numéro 75. Tintin a connu sa première et unique cuite dans l'oreille cassée. Vrai ou faux? Ah oui, c'est vrai. On a bien droit à un doigt d'eau de vie quand on est à 2 doigts de mourir quand même, hein. Alors en fait, précision, pour les spécialistes, il faut ajouter que Tintin est enivré de nouveau, mais cette fois par des vapeurs de vin. À la fin de l'album, le crabe aux pinces d'or. Voilà, par les vapeurs de vin. Question numéro 76. Dans le temple du soleil, que vend le jeune Zorino? Des poires, des pommes ou bien des oranges? Le temple du soleil. Ce sont effectivement des oranges. Réponse C. Zorino est un jeune indien quechua et dans cette aventure, Tintin s'interpose pour empêcher des brutalités à son encontre. Sa bonne action lui vaut d'ailleurs un nouvel ami qui le guide à travers le Pérou. 77e question. Quel surnom un des lamas donne-t-il à Tintin lors de son aventure au Tibet? Cœur d'or, cœur pur ou bien cœur de loup? C'est ça, cœur pur, réponse B, un surnom qui colle parfaitement au personnage de Tintin qui, c'est vrai, on le disait, dans Tintin au Tibet, se livre à une quête désespérée pour retrouver son ami Chang. Est-ce que vous savez d'ailleurs comment ce lama surnomme Milou? Monique? Neige du matin. Oui, je savais que vous aviez la bonne réponse. Neige du matin. Question numéro 78. Dans Tintin en Amérique, en quoi Tintin et Milou ont-ils failli être transformés? En corned beef, en hot dog ou bien en ice cream? C'est ça, en corned beef. Réponse A. Question numéro 79. Dans les bijoux de la Castafiore, qu'annonce le magazine Paris Flash? Le mariage Haddock-Castafiore, le prix Nobel de tournesol ou bien l'existence d'un 3e Dupont? Le mariage Haddock-Castafiore. Monique et Thomas ont trouvé la bonne réponse. Réponse A, donc, c'est vrai que paparazzi, ragots infondés, coquilles, équipe de tournage envahissante, dans les bijoux de la Castafiore, les excès de la presse People sont allègrement brocardés. Voici la question numéro 80. Écoutez bien, dans les années 30, Chang Chong-jen a collaboré avec Hergé à la réalisation du Lotus Bleu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien c'est vrai, Chang et Hergé avaient en fait la particularité d'être nés la même année, c'est-à-dire en 1907. Chang a apporté à Hergé toutes ses connaissances de la culture chinoise, notamment en matière d'idéogrammes. Alors par exemple, le conducteur de Pousse-Pousse qui s'exclame « Pardon monsieur » avant de heurter Gibbons, et quand celui-ci frappe le chinois, l'inscription derrière lui proclame « Abat l'impérialisme » selon la traduction. Voici donc 80 questions de passé. On va en profiter pour faire une petite pause, hein. Regardez les scores. On a pour l'instant 84% de bonnes réponses, 92% de bonnes réponses et 99% de bonnes réponses. On sent vraiment qu'on a affaire à des spécialistes, sûrement comme vous. Chez vous, je ne sais pas si vous avez d'aussi bons scores, mais c'est vraiment tout à fait remarquable. Pascal, si vous me permettez, à mon tour de vous poser une question. Ah, Monique, vous avez dit tout à l'heure que votre album préféré, c'est L'Affaire Tournesol. Je voudrais bien savoir pourquoi. Oh, c'est un petit peu comme Alain. Alain l'a dit tout à l'heure, c'est le premier que j'ai lu. Pourquoi? Je ne sais pas, je crois que parce qu'on fait bien la connaissance avec tous les personnages, déjà. L'histoire est intéressante. J'ai toujours aimé les romans policiers. L'affaire Tournesol, tout de suite, m'a plu, hein, parce que je me suis dit, tiens, il doit y avoir une histoire de gangster ou autre, donc ça m'a bien plu. Puis encore une fois, c'est le premier. Ma sœur m'avait passé l'album. Album très très vieux avec les vieilles couvertures très épaisses, hein, que vous avez connues, que vous avez sûrement chez vous. Parce que vous êtes aussi des collectionneurs. Vous avez tous les albums ou pas? Bien sûr. Oui. Les sorties les plus récentes, les rééditions et puis aussi les plus anciens. Quelques anciennes, oui. Quelques anciens, ouais. Très bien, bon, on continue à jouer, il nous reste 20 questions, vous restez avec nous jusqu'à la fin, hein. Entendu?
Ok, ouais. C'est parti. Encore mieux. J'avais peur que vous me disiez non là. D'un seul coup. Question numéro 81, écoutez bien. Dans quelle constellation l'étoile mystérieuse apparaît-elle? La Grande Ourse, le Petit Chariot ou bien Andromède? C'est la Grande Ourse. Réponse A. Dans l'étoile mystérieuse, Tintin se rend à l'observatoire pour regarder le ciel. Une araignée géante lui apparaît à l'extrémité du télescope. Après réflexion, il se rend compte bien sûr que l'arachnide se promenait simplement sur l'objectif. 82e question. Dans Le secret de la licorne, quelle partie des 3 maquettes de bateau sert de cachette au parchemin? La proue, le grand mât ou bien la poupe? C'est le grand mât. Réponse B. C'est d'ailleurs en juxtaposant les 3 parchemins que Tintin et Haddock découvrent une latitude et une longitude qui, pensent-ils, leur indiqueront l'endroit où a coulé la licorne. Le nom de ce vaisseau, vous le savez peut-être d'ailleurs, a été inspiré à Hergé par une frégate anglaise du XVIIIe siècle qui s'appelait Unicorne. Question numéro 83. Dans L'oreille cassée, à quel grade le général Alcazar nomme-t-il Tintin? Lieutenant, capitaine ou bien colonel? Colonel, réponse C. Dans cette aventure, d'ailleurs, Tintin se rend au San Theodoros, la République d'Amérique du Sud, et par un jeu du hasard, il devient colonel aide de camp du général Alcazar, bien que l'armée du pays compte déjà quand même 3487 colonels. Question 84. Lorsque Tintin, Haddock et Tournesol arrivent dans leur camp, de quelle substance les picaros sont-ils soudain dégoûtés? Le tabac, l'alcool ou bien le chocolat? C'est l'alcool. Réponse B. Est-ce que vous savez qui est à l'origine de ce dégoût de l'alcool? Quel personnage? Tournesol. C'est Tournesol, voilà. Il leur a administré des comprimés à base de plantes médicinales qui ont la particularité de donner un goût abominable à la moindre goutte d'alcool absorbée par la suite. Question 85. Le personnage de Mustler apparaît dans L'île Noire. Vrai ou faux? Monique est imbattable. C'est faux. Dans quel album? Sceptre d'autocar. Voilà, publié en 1939. C'est le chef du parti La Garde d'Acier qui complote pour renverser le roi Muscar XII. Et son nom est une combinaison en fait à décrypter de Mussolini et d'Hitler. Est-ce que vous savez comment s'appelle le méchant dans L'île Noire? Muller. Oui, c'est ça. Muller. Vous pouvez confondre. Oui, exactement. Question numéro 86. Quel pays envahit la Chine en prétextant l'attaque d'un train de voyageurs par des bandits chinois? Le Japon, l'Inde ou bien l'URSS? La réponse est A, c'est le Japon, effectivement. Dans le Lotus Bleu, d'ailleurs, pour la première fois, l'actualité et la politique jouent un rôle important dans l'intrigue. Hergé prend politiquement position et critique la politique expansionniste du Japon. Question numéro 87. Dans Les bijoux de la Castafiore, comment se nomme le pianiste du rossignol milanais? Franz Chopin, Wolfgang Schumann ou bien Igor Wagner? Eh oui, c'est Igor Wagner. Réponse C. C'est Igor Wagner quitte d'ailleurs tous les jours son piano en branchant un magnétophone sur lequel il a enregistré ses gammes. Il se rend au village. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour parier sur des chevaux. Exactement, il joue aux courses. 88e question. Quel célèbre site a été transposé par Hergé dans les miracles imaginaires du Kémed? Petra, Gizeh ou bien Angkor? C'est Petra, réponse A, et on va s'en rendre compte tout de suite. C'est dans ce site, en fait, qui se trouve dans la réalité en Jordanie, que Tintin rejoint l'émir Ben Kalish Ezab dans Coq en stock. Hergé pratiquait volontiers le mélange des genres entre géographie réelle et imaginaire. Question numéro 89. Dans l'affaire Tournesol, des Sildaves kidnappent le professeur Tournesol en utilisant une voiture. Mais où le cache-t-il? À l'avant du véhicule, sous la banquette arrière ou bien dans le coffre? C'est sous la banquette arrière. Réponse B. L'affaire Tournesol qui est parcourue par la rivalité entre la Bordurie et la Sildavie, l'une comme l'autre d'ailleurs, fermement décidée à obtenir les secrets militaires du voisin par-dessus la frontière tracée pendant la guerre froide. Voilà rapidement résumé l'histoire de cette aventure. Question numéro 90. Dans Vol 714 pour Sydney, Alan fait le rapprochement entre le nez de Rastapopoulos et celui d'un babouin. Vrai ou faux? C'est faux. C'est le Nazik qui présente une parenté physique évidente avec Rastapopoulos. Hergé d'ailleurs disposait d'une ample documentation sur toutes sortes d'animaux. Et en l'occurrence, il s'est servi d'un singe proboscidé de Bornéo au nez particulièrement saillant. Voilà, avec ce personnage vraiment caractéristique. Et ce nez énorme qui fait un petit peu son charme aussi, il faut le dire.